axe. Alors, la matrice de maturité, vous ne serez pas étonné du schéma de cette présentation. Il y a 4 parties, 4 axes en fait. Donc on va découvrir ces 4 axes et puis on reverra tout à l'heure avec Florence. Ok ? Alors, avant, alors j'exerce dans une vieille structure. Elle date de 1974. C'était pas une maison de santé au départ, c'était une maison médicale, ça s'appelait comme ça. C'était déjà en pluripro, il y avait des médecins et puis des infirmiers. Bon, les médecins se réunissaient, etc. Et puis voilà, moi je suis arrivé il y a 20 ans dans cette équipe sur départ en retraite d'un médecin. Et donc j'ai intégré cette maison médicale qui petit à petit est devenue maison de santé, depuis qu'on a parlé projet de santé, définition des MSP, etc. C'est quelque chose que j'allais dire qu'on attendait presque. Hein. Donc voilà. Alors. C'est 2009, ça redonne des dates un peu. À peu près, oui, 2000, ouais, même un petit peu avant. Nouveau mode de rémunération. Nouveau 2008, mode de rémunération, 2009, définition, ouais. Voilà. Projet de santé. En tout cas, notre fédération en Franche-Comté, elle est née en 2006-2007, déjà. Donc 2006-2007. Ouais. Alors, donc, 4 axes. Le premier axe, projet de santé et accès aux soins. Alors, avant l'utilisation de l'outil, comment c'était chez nous ? Alors, c'était pas nul, hein, on va voir, on va faire une photo. Le projet de santé, il n'y avait pas eu de réappropriation depuis des années. Puis en fait, il n'y avait pas de bonne définition. On disait, ouais, on a un projet, on est ensemble, on confondait projet, charte, enfin bon, tout était méli-mélo. Ok. Bon, il y avait quand même une sorte de philosophie à travailler ensemble, hein. Des axes, des gros axes, voilà. L'accès aux soins, on n'avait pas de territoire déterminé. On était tous en secteur 1, c'est vrai, parce que en fait dans l'accès, il y a l'accès géographique, mais l'accès aussi économique. Hein. L'équipe était très sensible à cet accès économique. On donnait des réponses aux heures de 7h45 le matin à 19h15 le soir, plus le samedi et dimanche. C'était comme ça. Il y a quelques années, on faisait même la nuit, puis finalement on est en ville, donc... À SOS Médecins, on s'est dit, bon, on est appelé, on n'est plus appelé, ça sert à rien. Par contre, on a gardé ça pour offrir à nos patients la possibilité d'un suivi avec leur dossier, leurs antécédents, etc. Donc on avait gardé ça. Donc ça, c'était avant la matrice, hein, ok. Hein. La continuité des soins, ouais, le système D, c'est-à-dire, bon, tiens, t'y vas pas, rien n'était formalisé. La gestion du projet de santé, pas de coordination visible, une coordination administrative avec une secrétaire qui est un peu plus qu'une secrétaire qui faisait le lien avec l'ARS, le comptable, etc. pour les papiers, bon, qui nous tenait au courant, qui nous au courant le gérant, bon, mais c'est tout. Des équilibres entre professionnels de santé. Alors c'est vrai que cette équipe elle est constituée de beaucoup de médecins, il y a 10 médecins. Et puis il y avait 3 infirmières libérales, un kiné, une sage-femme, mais il y avait quand même beaucoup de professions médicales et peu de paramédicaux. Et puis les réunions, alors on avait depuis 1976, hein, depuis la naissance, on avait des réunions hebdomadaires. Donc vous allez dire, waouh. Simplement les réunions, c'est tiens, j'ai un cas, c'était surtout entre médecins. On partageait des données, des problèmes, des questions, voilà, simplement. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Bon, ok. Image suivante. Et après, donc l'équipe a pour habitude de se réunir une fois par an pour faire le point, pour reprendre un petit peu les éléments, savoir où on en est, comment on a avancé. C'est déjà un début de démarche qualité quelque part, hein, c'est intéressant. Mais elle n'avait pas d'outils. Et bien là, on a saisi l'opportunité de prendre cet outil. Donc toujours dans l'axe projet de santé accès aux soins, on a utilisé l'outil, je ne vous dis pas exactement comment, etc., on verra ça avec Florence, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sur le projet de santé, il y a eu une réappropriation avec validation de priorité. On a dit, ok, la prévention pour nous c'est important, le système d'information, il va falloir le travailler. Ok, alors il y a des sous-objectifs. Dossier partagé avec les autres professionnels de santé. On s'est dit, ouais, c'est bien beau de travailler entre nous, médecins, mais il serait peut-être bien de partager avec les autres professionnels. On est une équipe, etc. Donc on a redéfini de façon un peu plus précise la notion d'équipe pluriprofessionnelle. Pour l'accès, ben, en fait, on a pris conscience qu'on était sur un territoire. Au début, on était une équipe comme ça, sympa, ok, on s'entend bien, hein, mais
finalement, cette dimension territoriale, elle n'existait pas. Alors là, on a pris conscience. Et on a tellement pris conscience que finalement, et là c'est en cours, c'est un objectif avec l'ARS, on a saisi celui qui est responsable des données épidémiaux, etc., pour lui demander si on ne pouvait pas avoir quelques données pertinentes, statistiques, sur les besoins populationnels, selon lui, mais sur le micro-territoire. Donc c'est en cours, ça, on va travailler avec eux là-dessus. On espère que ça soit reproductible d'ailleurs sur les autres territoires. Enfin bref. On a la ville aussi qui donne une approche un peu plus socio, âge, tout ça, travail. Voilà. Donc c'est intéressant tout ça. Les horaires, alors là on commence toujours à 7h45, c'est une habitude. On aime bien se lever un peu tôt. Et puis on termine à 20h, puisque le règlement arbitre. Je ne veux pas faire ce qui s'est passé dans l'atelier précédent. Là. Donc oui, 20h, parce que la garde commence à 20h. Bon. Alors on discute en ce moment là-dessus, mais ça va être ça. Et puis on a une volonté de convention avec un réseau d'appui qui s'appelle l'ARESPA. C'est une coordination d'appui pour nous aider à gérer les cas complexes. Cette frontière entre le médical et le social, etc., ça nous est très utile, cette coordination d'appui. Donc on va, officialiser ce partenariat. Ok, continuité des soins, évaluation et adaptation d'une organisation autour des consultations non programmées. Oui, sur les consultations non programmées, on ne savait pas trop où on en était, on s'est dit, ok, on va se faire évaluer. Par qui ? Par les usagers, tiens, tant qu'à faire. Donc, les usagers ont mis en place un questionnaire de satisfaction, de remarques, etc. Et on a adapté notre façon de nous organiser pour la gestion de ces consultations non programmées. C'est tout simple, on fait des trous dans notre agenda qui sont remplis au dernier moment, et ce, en fonction des saisons, des épidémies, etc., de la demande. Et les secrétaires ont un grand rôle de thermomètre, j'allais dire, pour nous dire, attention, là, ça commence à déborder. Ok, on fait plus de trous. Ok, là, ça va. Ok, on fait moins de trous. Sinon, on était complètement saturé par les consultations programmées de malades chroniques, diabétiques, etc. La gestion du projet de santé, on a pris conscience qu'il nous fallait une coordination digne de ce nom. Et donc là, on a une personne qui fait office de coordinatrice, mais vraiment, cette fois, pas seulement une secrétaire qui était bien, mais il faut animer ce projet de santé. Il faut aussi avoir ce management du personnel. Nous sommes des patrons, mais nous n'avons pas du tout de formation de patron. Et il était indispensable pour nous d'avoir cette personne qui avait les outils, suivre une fiche de poste, encourager la personne à s'améliorer dans le cadre de son poste de travail, etc. Donc pour nous, c'était important. Vous voyez, quand même, c'est un axe. Hein. Ok. Deuxième axe. Diapo suivante, ouais. Le travail en équipe pluriprofessionnelle. Ah, ça, c'est des choses intéressantes, hein, Florence. Les réunions pluriprofessionnelles, toujours hebdomadaires, qui n'étaient pas forcément pluripro. Elles sont devenues un peu plus pluripro, mais pas toujours. Ça dépend de l'ordre du jour aussi. Hein, on n'est pas là pour faire absolument... on est là pour être efficace, c'est un des objectifs, hein, ça n'a rien de faire pour faire. Donc, ok, mais cette fois, il y a un compte-rendu qui est fait. Ah non, pardon, ça c'était avant. Donc, avant, il n'y avait pas de compte-rendu. Les protocoles... Ah, alors les protocoles, ça c'est marrant. On avait une volonté de faire des protocoles, mais c'était plutôt des protocoles sur la structure. C'est-à-dire la stérilisation, le frigo, enfin des trucs... et ça n'abordait pas tellement les soins, c'est bizarre, hein. Donc on était comme ça, pas pourquoi. Pas de recherche de la littérature, pas suivi des décisions, ça, c'est souvent le problème. Je disais à l'époque que notre structure, ça ressemblait au Titanic, c'est-à-dire on voit l'iceberg et puis on a du mal, on se dit « ouais, il faut virer », on avait du mal, c'était lent, etc. Bon, une sorte d'inertie. Les protocoles, donc sur les procédures, ok, et puis en monopro aussi, oui, c'était pas pluripro. On a beaucoup de choses monopro, sur les gens qui étaient toxicos, etc. Bon. La coordination avec les autres acteurs du territoire, ouais, c'est ça, c'est un peu informel, on va dire. Bon. On va passer à l'image après, pour voir après l'utilisation de la matrice. Donc, réunion annuelle, matrice, l'axe.
Ben, ça y est, le RCP, donc toujours le même rythme hebdomadaire, mais cette fois il y a un ordre du jour, plus souvent pluripro, et puis on a créé des commissions, parce qu'on a un gros groupe. Et le gros groupe, en fait, je vous ai parlé d'inertie, on s'est dit, attends, là il faut qu'on puisse résoudre ce problème, et on a créé des commissions thématiques, et là ça va beaucoup plus vite. Et puis les commissions, ben, il faut rendre compte au gros groupe qui valide, etc. Et là, ça avance. Ben, alors ça avance, vous ne pouvez pas savoir. Donc ça, c'est super. Avec un animateur, les réunions, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien quand il y a un animateur qui gère la parole? C'est indispensable. Les protocoles, on a pris conscience des notions de pluripro, et puis maintenant, on travaille sur vraiment la prise en charge des patients. En ce moment, on travaille un protocole sur les gens qui fument, sur les AVK, sur les suivis de grossesse, et puis il y en a un quatrième, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, ils sont en cours. Puis il y en a eu d'autres, mais bon, voilà. La coordination avec les autres acteurs, bah, rien de plus. Oui, on utilise la matrice, mais on n'est pas obligé de se fixer des objectifs de fou. On peut très bien se fixer un objectif, puis après un autre, etc. Les petits pas. Attention, on est un groupe, il y a des gens qui sont très motivés, d'autres pour des raisons personnelles, qui ne sont pas forcément... il ne faut pas asphyxier, quoi. Donc respectons aussi les autres et leur rythme. Ok. Image suivante. Alors le système d'information, ça va aller plus vite, puisque avant on était, voilà, en effet, sur tous les médecins généralistes, on partageait le dossier, puis on verra après. La gestion des données, on avait la liste des patients médecins traitants. On avait quand même des alertes pour la prévention, et puis analyse des pratiques, bof, pas terrible. Voilà. Après, des choses qui changent. Donc maintenant, ok, tous les professionnels de santé, on partage le dossier, qui enrichissent le dossier du patient. On a une messagerie interne. On a changé de logiciel, on a senti le vent venir. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être à force de fréquenter la FMPS. Donc on voulait un label. On voulait un logiciel labellisé, on sentait le règlement arbitral qui allait venir. Enfin bon, donc on s'est dit, ouais. Et de toute façon, au-delà, je vais dire, de labellisation, il y avait quand même des choses intéressantes. Hein. Traçabilité, Florence vous en parlera. La gestion des données, ça y est, on se met au codage, on a choisi le CSP, mais on code pour l'instant, l'objectif c'est sur les antécédents. Premier pas. Bon, on verra après. En tout cas, maintenant, ça y est, on va pouvoir repérer, comptabiliser, voir combien, voir repérer nos populations. Si on a des objectifs, on verra après. Analyser les pratiques, pas encore, pas super. Donc on verra plus tard. Ok. Implication des patients, oui. Avant, on avait un affichage réglementaire en salle d'attente. On avait, oui, participation des patients dans le module 2, rappelez-vous, pour les NMR, il y avait un module 2 pour l'ETP. Et puis la RESPA, il y avait ce travail avec les patients, l'aide aux patients. Bon, ok. Après, oui, il y a quand même, pour l'information, on a développé des écrans salle d'attente, mais avec des messages qui nous appartiennent. C'est nous qui construisons nos messages, ou alors on fait avec l'IREPS aussi des trucs intéressants, validés, bien entendu. Pour le TP, alors on a fait SPREC, on a embauché une infirmière de santé publique type Azalée. Ça nous semblait une opportunité. Alors là, il y a plein de trucs qui sont développés avec les patients. Alors j'ai mis groupe de marche et plus encore, parce que dans notre groupe, on est assez sensible à la participation des usagers, et je vais dire, on va au-delà de la matrice de maturité. Peu importe, on s'en fiche, on a envie, on le fait, quoi. Et bien, nous en a pris, puisque c'est super. Enfin, bon, ça c'était l'autre atelier. Donc les prochaines, si vous êtes intéressés par la participation des usagers, venez, c'est super. Et soutien aux aidants, pareil, avec la RESPA, tout ça. Bon, ok. Je suis plus sujet après. Alors oui, les messages. Conclusion, les messages. La matrice maturité n'est pas indispensable pour faire et organiser. C'est un outil. On l'utilise ou pas. Mais notre objectif, c'est d'améliorer. Alors, puisqu'il y a un outil, autant l'utiliser. En plus, vous avez bossé. Hein. C'est vrai, ils ont vraiment fait une compilation de littérature, machin, ils ont regardé ce qui se passait aux États-Unis, partout. Pourquoi, ne pas profiter de ce travail? Ça serait ridicule. Donc, voilà, pas indispensable, mais souhaitable, à mon avis. La matrice de maturité, c'est pas simplement aussi pour dire ouais, là, vous faites pas bien, là, non. Ça met aussi en évidence qu'on fait bien. Il ne faut pas oublier d'encourager, de fêter les choses qu'on réalise. Ça fait partie de la dynamique d'équipe, ça. C'est super important. Allez plus loin, pourquoi pas, ne vous limitez pas à la matrice. Si le cœur vous en dit, comme nous pour les usagers, allez plus loin, allez-y.
Et puis la technique des petits pas, moi j'insiste toujours pour ne pas donner le vertige aux équipes. Allez-y doucement. Les coordinateurs, coordinatrices, si vous en avez dans vos équipes, si vous avez le bonheur d'en avoir, ils vous le répètent, ils ont des méthodes, et c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà, la cohésion. Ok. Voilà pour le témoignage de terrain. Je vais tout de suite laisser la parole à Florence. Ah oui, donc bonjour. Donc là, ce que vous a montré Patrick, c'est que finalement, la matrice de maturité, ok, c'est un outil qui a été fait au niveau de la Haute Autorité de Santé avec des professionnels qui travaillaient en équipe pluripro. Mais ce qu'on veut bien vous faire comprendre, c'est que même avant que cet outil existe, cet outil, on a dû le publier en 2013, 14, 2012, 13, 14, bon, grosso modo, quelque chose comme ça. Eh bien, des équipes comme Patrick, comme vous avez pu le voir, avaient déjà mis en place énormément de choses qui sont dans cette matrice. Alors, ils le faisaient à minima, mais ils avaient déjà commencé à le faire. Donc, le message qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est pas un outil. On n'a pas voulu faire un outil techno, il faut faire ça, 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 ça. C'est vraiment, on l'a fait de telle sorte, c'est accompagner les équipes en disant, tout à fait, ils avaient la notion qu'il fallait faire ça. Et de toute façon, c'est même pas ils avaient la notion, ils étaient en équipe, donc ils faisaient déjà des choses liées à la coordination pluripro. Ok ? Simplement, ils le faisaient à minima, ils n'avaient pas vraiment les éléments qui permettent de le mettre en place de façon bien. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est avec des analyses de littérature sur du retour d'expérience d'équipes qui travaillent en pluripro, on a regardé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est-à-dire que, par exemple, l'histoire du RCP, par exemple les réunions de concertation pluriprofessionnelle, ça n'existait pas en soins primaires avant. Sauf que les cancéros ont mis ça en place depuis 20 ans. Il faut penser bien que depuis 20 ans, les cancéros ont fait du retour d'expérience sur quels sont les types de RCP qui fonctionnent, qui ont un impact sur la prise en charge des patients, et quelles sont celles qui n'ont pas d'impact sur la prise en charge des patients. Et nous, donc, on s'est inspiré de tous ces éléments-là pour créer la matrice. Et quand vous voyez une équipe qui était déjà en pluripro, qui s'est mis à utiliser la matrice un jour, ça les aide. Voilà, ça les aide à avancer, c'est un accompagnement. Donc il faut que vous l'ayez dans ces éléments-là. Après, sinon, vas-y. La matrice, c'est donc un outil pour les équipes pluripro de soins primaires. On est bien d'accord ? C'est pour les équipes pluripro de soins primaires. C'est, comme l'a rappelé Patrick à plusieurs fois, une démarche qualité itérative. C'est-à-dire que vous allez voir l'outil, c'est pas à mettre en place du jour au lendemain. C'est on prend ce qui nous intéresse au moment où on en est de notre exercice regroupé et on va viser cet élément-là cette première année et puis dans le temps, on visera les autres éléments. Il est clair, Patrick, ça fait une équipe qui est là depuis très très longtemps et même des équipes qui ont 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, vous pouvez être sûr, elles ne mettent pas en œuvre tout. Les choses, ça se met ultra progressivement. Okay, ça, c'est vraiment important. Et donc, n'ayez pas peur. Et voilà. Et en fait, nous, la façon dont on l'a mis en place sur le site de l'HAS, vous verrez, vous n'avez pas de vision globale des choses. Et c'est vraiment exprès. C'est pour dire, on va là où on veut et ce qui nous intéresse au moment X. Okay, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vision globale de toute la matrice. Okay. Après, ça vise une amélioration de l'organisation pour une prise en charge accessible, conforme aux données de la science, coordonnée, continue, efficiente et de qualité. Et ça prend en compte l'ensemble des besoins de la personne et de leurs préférences. Donc globalement, vous voyez, c'est les composantes d'une organisation pluripro. Okay, c'est ce qui fait que cette organisation travaille réellement en pluripro. Okay, en tout cas, dans les retours d'expérience, c'est pour que le pluripro fonctionne, voilà sur quels éléments il faut s'appuyer. Et si le pluripro a fonctionné bien, c'est parce qu'ils se sont appuyés sur ces différents éléments. Okay, donc c'est le fondement de l'exercice pluripro. Okay, vas-y. Donc voilà, maintenant je vous présente la matrice et c'est comme ça que vous la verrez sur le site. Okay, donc l'idée, c'est que vous avez 4 axes que vous a montré Patrick. Donc je pourrais presque les effacer, vous demander quels sont les 4 axes. Voyez, donc travail en équipe, système d'information, projet de santé et accès aux soins, implication des patients. Donc là, je vais juste poser, est-ce que vous avez donc, là, si vous êtes ici, c'est que vous devez ou vous commencez à travailler en pluripro, est-ce que dans ces grands axes, et Patrick vous a un peu montré ce qu'il y a dedans, il y a des choses qui vous paraissent complètement délirantes, c'est quoi ce truc, ça vient d'où, ça sort d'où, ou vous allez dire, mais on y a déjà tous pensé, bien évidemment. Quoi, vous y avez déjà tous pensé. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est ça que... Vas-y. Alors là, vous voyez, donc, il y a ces 4 axes. La matrice, c'est 4 axes.
ok. Sur chacun des axes, on a défini, je sais pas, il y a entre 3 à 5 dimensions. Et pour chacune des dimensions, on a défini 5 critères qui font que si on met en œuvre ces différents critères pour cette dimension, par exemple, réunion de concertation pluriprofessionnelle, il y a 5 critères qui font que si on les fait selon ces 5 critères-là, eh ben, ça a montré que ça marchait mieux que si on ne les faisait pas comme ça. Okay ? Mais après, comment vous allez mettre en place ces critères, etc., ça dépend de votre façon de travailler, ça dépend de votre environnement. Et puis, vous pouvez dire, non, mais ce truc, ça ne correspond pas du tout à notre environnement, on ne le fait pas comme ça, etc. Chacun se l'approprie. Donc, c'est vraiment un outil qui mérite d'être approprié par chacun en fonction de son expérience, en fonction... Voilà, il y a, par exemple, là, pour les patients, l'implication des patients, nous, on est resté très, très modéré au niveau de la matrice, mais vraiment modéré parce qu'il y a énormément d'équipes qui n'ont pas encore été sur ce sujet-là. Mais Patrick, il est 10 fois plus loin que ce que nous, on a écrit. Donc, de toute façon, normalement, cet outil, il est fait pour évoluer. Moi, je ne suis plus à la chaise et ceux qui ont travaillé sur cet outil ne sont plus à la chaise. Donc, j'espère bien que la Fédération des maisons de santé et les utilisateurs, dans 3-4 ans, se diront, bon, maintenant, il faut qu'on fasse évoluer cet outil. OK, ça, on le sait. Il y a quand même des éléments où on pourrait aller un petit peu plus loin dessus. Okay, mais je compte bien sur la FMPS pour le faire. N'est-ce pas, Patrick ? Donc, voilà. Donc là, je vous présente donc, sur le travail en équipe pluripro, donc vous avez là 4 ce qu'on appelle des dimensions. C'est-à-dire que le fondement du travail en équipe, qu'est-ce qui fait qu'on travaille en équipe ? C'est qu'on a des réunions de concertation pluripro, qu'on fait des protocoles pluripro, qu'il y a une coordination avec les autres acteurs du territoire et qu'il y a une dynamique d'équipe. Okay ? Parce qu'il y a des choses qui vous paraissent aberrantes où vous vous dites, pareil, c'est des trucs auxquels on avait déjà pensé, mais on ne savait pas trop. Parce que là, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On formalise des choses auxquelles vous avez déjà pensé, grosso modo. Et puis simplement, tant qu'il n'y avait pas cet outil, etc., qui permettait de formaliser les choses auxquelles vous pensez, vous risquez, un peu comme disait Patrick, ça part un peu dans tous les sens, en disant, tiens, il y a un tel qui m'a parlé de ça, c'est pas mal, on pourrait le faire. Bon, c'est très bien, vous en parlez une journée, et vous n'êtes pas forcément, voilà, vous vous accrochez pas sur quelque chose. Le fait qu'il y ait, voilà, que ce soit écrit quelque part, vous pouvez dire, tiens, un jour en réunion, vous dites, tiens, on va mettre le paquet cette année sur cet élément parce que ça nous intéresse. Vous voyez un peu la façon d'utiliser. Ok, vas-y. Donc sur le projet de santé et l'accès aux soins, donc Patrick l'a bien montré, projet de santé, accès aux soins, continuité des soins, gestion du projet de santé de l'équipe. Ok, vas-y. Système d'information, pareil, Patrick vous avez montré les 3 dimensions, partage de données, gestion des données, analyse des pratiques, et le dernier, implication des patients, on est resté, voilà, information des patients, éducation thérapeutique, plan personnalisé de santé, prise en compte de l'expérience des patients et soutien aux aidants. Attention, on l'a fait sous format de puzzle. C'est que tout est imbriqué dans tout, hein, on est bien d'accord. Et là, justement, entre implication des patients, projet de santé, un coup on le mettait dans cette case, un coup on le mettait dans l'autre, parce qu'on peut le voir d'une façon ou d'une autre, ou d'un angle ou d'un angle. Donc franchement, c'est très souple. Simplement, c'est juste pour que quand on est en équipe, que dans une réunion, on dit tiens, on pourrait avancer sur, par exemple, les réunions, les protocoles, un tel m'en a parlé, ça marche pas mal chez eux. Vous le dites un jour, et si vous n'avez pas d'éléments ou d'outils pour vous dire tiens, on en a parlé une fois, mais comment on va le faire, comment on va le mettre en œuvre, quels vont être les différents éléments à mettre en place, vous en avez parlé, vous avez dit c'est super, et puis au bout d'un an, il n'y a rien qui s'est passé dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est suivre un peu les éléments d'organisation que vous voulez mettre en place au sein de votre équipe. Okay ? Donc là, je vais prendre juste pour que vous ayez une idée, puis après ça se reproduit comme ça. Sur, par exemple, le travail en équipe, j'ai pris 2 éléments, 2 dimensions où je vous donne les 5 caractéristiques, puisque c'est des sujets dont on parle, qui sont très à la mode, j'ai envie de dire en ce moment. Donc les réunions de concertation. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui ressortent franchement de l'analyse de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on a des réunions de concertation organisées à une fréquence régulière, avec un ordre du jour communiqué à l'avance et suivi de compte rendu diffusé à tous, eh bien, on sait que ça marche mieux. C'est pas compliqué, hein, vous allez tous dire, effectivement, si elles ne sont pas organisées à une fréquence régulière, vous en faites une fois un mois, vous le faites le 2e mois, et puis le 3e mois, oh ben non, on n'a pas le temps ce mois-ci, on verra le mois suivant, et puis tac, ça tombe à l'eau, systématiquement. Un ordre du jour communiqué à l'avance, s'il n'y a pas d'ordre du jour communiqué à l'avance, vous arrivez en réunion, on va parler de qui, on perd déjà un quart d'heure, 20 minutes ou 25 minutes à se dire on va parler de qui et pourquoi, etc. Donc voilà, l'ordre du jour communiqué à l'avance. Et suivi d'un compte rendu diffusé à tous, c'est la même chose, vous allez parler d'un patient,
vous allez en discuter, vous allez dire tiens, pour lui, il faut faire ça, il faut mettre en place. Et bien, si ce n'est pas écrit quelque part, eh ben, vous pouvez être sûr que la prochaine fois, ça va, parce que vous aurez parlé de 4-5 dossiers en même temps et que vous aurez oublié ce qui avait été dit pour ce dossier. Donc, c'est des choses toutes bêtes, quoi. Vous voyez ce que ça vous paraît, voilà. Après, les réunions correspondent autant à des staffs sur des cas patients qu'à des réunions sur des sujets d'amélioration des pratiques pluripro. Effectivement, ça peut être des revues de dossiers. Ok, pendant cette réunion, on peut voir 5 dossiers et discuter autour de 5 dossiers, mais ça peut être aussi comment, au sein de l'équipe, on prend en charge le pied diabétique. Qui est-ce qui fait l'examen? Si c'est un grade 0, qui est-ce qui fait l'examen? C'est pas forcément le médecin. L'infirmière, elle peut très bien faire l'examen. Après, le grade 2, etc. Quand fait-on intervenir la podologue, etc. Donc, on peut, au cours de ces réunions de concertation, parler de revues de dossier, mais aussi mettre en place des organisations. Finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que des protocoles au sein de l'organisation pour la prise en charge des patients, ok? Alors ça, c'est pareil, important. C'est les modalités de représentation et d'expression de tous les professionnels concernés par les pathologies ou situations discutées sont définies. Pourquoi? Parce que, peut-être moins les jeunes, mais les plus vieux, on a tous l'habitude, hein. Les médecins parlent et puis les infirmières, elles écoutent parce qu'il y en a qui n'osent pas parler, parce qu'il y en a, voilà, etc. Bon, c'est très bien. Bon, tout le monde connaît ça. Et ben voilà. On sait qu'une réunion de concertation, c'est pour entendre le médecin dire ce qu'il a à dire et que les autres ne puissent pas s'exprimer. Ben, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas une réunion de concertation, okay, ou que la podologue puisse s'exprimer, etc. Les décisions sont prises en s'appuyant sur l'expertise des professionnels et des données de la littérature. Pareil. Alors ça, c'est vraiment le propre même des équipes pluripro. C'est-à-dire que vous demandez à une infirmière sur un sujet de type, vous demandez est-ce que les 4-5 médecins avec lesquels vous travaillez font la même chose. Tout à coup sûr, vous dire ah ben non, un tel il fait comme ça, un tel il fait comme ça, un tel il fait comme ça. Quand vous êtes en réunion à plusieurs, ben, chacun va dire ah ben moi je fais ça, moi je fais ça. Comment vous vous mettez d'accord? Ben, le plus simple c'est que vous allez chercher la reco et que la reco elle met tout le monde d'accord. Vous voyez que donc c'est ça l'idée, d'aller rechercher. Si vous êtes tous d'accord sur la façon de faire, ça ne sert à rien d'aller chercher la reco. Vous savez que globalement, si vous faites tous pareil, c'est que globalement, il n'y a pas 50 façons pour faire. En revanche, parce qu'il y a une reco qui vient de sortir et qu'il n'y en a qu'un qui l'a lu, parce que un a été mieux formé par le SPE un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a X raisons pour que chacun fasse à sa façon. En allant chercher la reco, si vous vous mettez d'accord. Alors ça, c'est plus pour les réunions portant sur des protocoles pluripro, mais en allant chercher la reco, vous vous mettez d'accord sur la façon a priori conforme de le faire. Ok? Donc c'est à ça que c'est ça. Puis un suivi des décisions est organisé. C'est sûr que c'est ce que je disais. Si vous prenez plein de super décisions, mais que finalement c'est par oral et que c'est pas écrit, que vous suivez pas, vous regardez pas si vous l'avez fait ou pas fait, en général les choses elles sont faites qu'à 50% ou à 20%. Ok? Est-ce que ça vous paraît à peu près logique ce qu'on raconte là, ou c'est vraiment du techno galère? Ça vous paraît, voilà. On a l'impression que si c'est un garde-fou, si on oublie l'un des points, on a raté quelque chose. C'est pour nous rappeler oui, voilà, les règles de bon sens, mais c'est exactement ça. C'est de bon sens, mais il ne faut pas en oublier. Voilà, et puis c'est des trucs auxquels c'est du bon sens, et puis finalement on se dit bon, souvent les choses on se les dit. On dit tiens, on devrait se faire un ordre du jour. Puis finalement on se dit ouais, on se l'est dit. Puis finalement personne n'a pris le fait. Alors que parce que, si vous voulez, on a mis un outil sur le site de la Haute Autorité de Santé. À la fin, il y a le lien pour que vous y alliez. Un outil qui vous permet de dire, OK, si vous voulez, j'ai une copie, là, je vous montrerai. En fait, j'ai mis ça dans un tableau, et puis là, j'ai dit oui, partiellement, non, oui, partiellement, et puis vous cochez. Et puis là, vous avez une petite case à côté en disant, OK, cette année, on dit qu'on va faire ça. Par exemple, ici, on est non, et bien dans la petite case à côté, on dit, bon allez, on commence à y aller. Et puis on regardera dans un an si on l'a fait ou pas fait. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est simplement un outil pour se dire on y va parce qu'on est toujours plein de bonnes intentions et que souvent on n'y va pas. Voilà, c'est un peu... Ouais. Ce document sur lequel voilà, il faut en avoir pris connaissance, il y a à la fois une aide à la préparation par exemple, de la réunion pour savoir dans quel cadre on va travailler, mais il permet aussi, j'imagine, après la réunion ou dans le bilan semestriel ou annuel, de vérifier qu'effectivement, on a bossé comme on avait dit qu'on allait bosser. C'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. C'est pas d'être que de bonnes intentions. C'est de se dire que les bonnes intentions deviennent réalité. En fait, c'est ça. Et donc de suivre
les intentions ou ce qu'on a voulu mettre en place. Donc c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simple, quoi, donc plus. Et puis la dernière, c'est juste pour les protocoles plus repro, mais on va pas, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être qu'on puisse laisser des questions, c'est peut-être pas la peine de... Bon, pareil, les 5 caractéristiques des protocoles, c'est le choix des thèmes est explicité en lien avec les besoins identifiés par l'équipe, sont élaborés ou adaptés et mis en œuvre par l'ensemble des professionnels concernés, sont élaborés en s'appuyant sur les référentiels et données de la littérature. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes choses. Et réalisé à l'aide d'indicateurs de pratique clinique. Alors là, effectivement, puisqu'on met un protocole, c'est qui fait quoi, quand, et quelles données échangées, partagées. C'est sûr que si vous passez 2 heures dans une réunion à vous mettre d'accord sur la façon de prendre en charge, par exemple, le pied diabétique ou X, et que vous n'essayez pas d'aller d'un moyen ou un autre, donc par des indicateurs très simples, un indicateur ultra simple, de savoir si ce que vous avez décidé dans la façon dont vous allez prendre en charge tel type de patient, vous le faites ou vous ne le faites pas. Après, vous allez pouvoir faire 50 protocoles et puis au final, vous n'aurez jamais rien mis en œuvre. Donc ces indicateurs, c'est à définir. Alors, si vous faites le pied diabétique, il suffit de regarder au bout de 6 mois, etc. Est-ce que vos diabétiques ont bien eu un pied examiné au moins une fois dans l'année? Vous voyez ce que c'est simple, hein, les indicateurs des protocoles, c'est ultra simple. C'est, voilà, ce protocole, on le met en place, c'est comment on fait à plusieurs une prise en charge et est-ce que, voilà, cette prise en charge, on le fait bien. Mais restez sur des choses ultra simples. Okay. Et après, quand vous aurez pris l'habitude, quand ça fera 10 ans, 15 ans ou 20 ans que vous travaillez ensemble, que vous aurez tous pris certaines habitudes, vous aurez envie d'aller plus loin. Mais pour l'instant, commencez petit, puis on ira plus loin dans un 2e temps ou dans un 3e temps. Okay, et puis pareil, les protocoles sont régulièrement mis à jour. Si vous définissez aujourd'hui la façon de prendre en charge vos patients diabétiques ou les pieds des patients diabétiques, eh bien dans 1 an ou dans 2 ans, vous aurez peut-être envie d'aller ou plus loin, ou de faire différemment, ou les recours vont changer. Okay, donc de ne pas oublier, de ne pas rester sur des trucs figés, en sachant que tout évolue. Et moi, pour avoir travaillé à l'HAS, je me suis rendu compte que les choses évoluent beaucoup plus vite, parce que j'ai essayé de travailler que sur des éléments que je pensais être stables, sur des recours cliniques que je pensais être stables, et à chaque fois, je me suis fait, entre guillemets, avoir, parce qu'au bout de 6 mois, le truc qui n'avait pas bougé depuis 10 ans, eh bien, effectivement, c'est cette année-là où il bougeait. Donc voilà, il faut savoir que ça évolue quand même vite, et que ça évolue vite, y compris sur des choses qu'on a appris depuis toujours. Et bien, effectivement, on les a appris toujours, ça n'a jamais bougé, mais c'est là où ça va bouger. Donc voilà, les choses bougent, etc. Alors sur les protocoles, je voulais rajouter un petit quelque chose sur les protocoles. C'est vrai que là, on l'aborde avec le prisme de la matrice de maturité, mais en fait, dans la vraie vie aussi, c'est à l'occasion justement d'échanges, de RCP, autour d'un cas, d'un dossier qui a posé problème. Et le protocole est une méthode de résolution aussi. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on dit tiens, je sais pas, moi j'ai eu un souci avec l'insuline du patient, bon, le truc classique quoi. Qui fait quoi? Là on s'est planté. Bon, on va protocoliser parce que ça répond à, j'allais dire, une harmonisation, une cohérence de prise en charge d'un problème quoi. Donc le protocole c'est ça. C'est pour ça que c'est simple en fait. C'est une réponse à une question. Ouais. Ouais, un peu recherché, étayé, etc. avec l'éclairage de la littérature, mais c'est ça quoi. C'est pas un truc plaqué parce qu'il faut le faire. C'est vraiment, le protocole est une aide pour résoudre un problème qu'on s'est posé à un moment donné, un problème d'équipe pluripro. Je voulais dire ça. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Et en fait, sur des équipes qui travaillent... Alors, c'est un peu dommage que dans le règlement Révital, ils aient donné des thèmes fixes. En fait, il y a 10 thèmes. Parce que finalement, moi, quand je discute avec les équipes, il y a énormément d'équipes qui me disent, je dis, mais attendez, ça fait 10 ans. L'autre jour, j'ai eu une équipe au téléphone, je dis, mais attendez, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. Je serais vraiment étonnée que vous n'ayez pas de protocole, que vous n'ayez pas harmonisé votre façon de travailler sur plusieurs sujets. Ah bah, la nana me dit, si, on en a 150, quoi. On a harmonisé sur 25. Je dis, bah alors, ça y est, ils sont faits, vos protocoles. Pourquoi vous... Ah bah oui, mais nous, on est dans une zone défavorisée avec une population un peu particulière et on n'a pas les thèmes imposés par le règlement arbitral. Dommage. Donc voilà, ils ont été... Donc c'est le côté un peu dommage de la chose. Mais d'un autre côté, ils ont sûrement quelques insuffisants cardiaques, sûrement quelques BPCO quand même. Bon, et ceux qui sont... Voilà, pour eux, on peut quand même... Mais bon, c'est sûr que... En fait, c'est des sujets sur lesquels cette équipe, dans une zone défavorisée, ne s'était pas encore arrêtée. Bon, alors ça va peut-être les amener et elle va... Voilà. Mais vous voyez, toutes les équipes, si elles travaillent depuis longtemps, elles ont forcément
un jour ou l'autre parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a eu ceci. Elles se sont dit, bon ok, maintenant on fait tous de la même façon parce que sinon c'est trop galère et que l'infirmière elle ne se retrouve pas de savoir comment on fait. Ok? Ah oui. Ouais, ça c'est pas... Bon, voilà, ça permet... nous, quand on a construit cet outil, on s'était dit, bon, si on le met en place, est-ce que ça va rendre service à la population? Parce que c'est quand même, on est quand même là pour rendre service à la population. Et donc, en retournant les éléments, on voit bien qu'on rend service et répondre à l'ensemble des besoins médians, garantir l'accès aux soins, la continuité des soins, suivi coordonné. Donc, voilà, l'idée, c'est pas que de se faire plaisir, mais c'est de s'assurer quand même que cet outil va permettre de rendre des services à la population. Ok? Donc, voilà. Alors, voilà, ça, c'est l'outil. Alors, c'est ultra compliqué. Simplement, vous faites matrice de maturité sur Google, vous faites matrice de maturité, HAS. Et vous tomberez sur ce carré-là, et après en cliquant dans le carré, vous arriverez sur les certaines dimensions, et après au sein des dimensions, vous arriverez sur les certaines caractéristiques. Ok ? Et dans l'ensemble des documents qui sont sur la page d'accueil, donc vous avez ces morceaux, ces trucs de puzzle, en dessous vous avez un document qui est support à l'utilisation de la matrice. Et dans ce document-là, c'est là où vous retrouverez le tableau où il y a écrit oui par segment, donc c'est un PDF modifiable. Donc vous pouvez le remplir directement en ligne, vous l'enregistrez, et vous pourrez le réutiliser l'année suivante pour savoir où vous en êtes, etc. Donc c'est un PDF modifiable, donc on a un peu... Après vous l'utilisez pas. Mais voilà, ça vous permet d'écrire dedans et de savoir où vous en étiez, etc. d'une année sur l'autre. Ou d'un trimestre sur l'autre, ou comme vous voulez. Ok ? Donc c'est celui-là, support à l'utilisation. Après, on avait fait un questionnaire de satisfaction. L'idée, c'était... Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont fait cette matrice sont plus à la chaise, donc je ne suis pas sûre que c'est beaucoup d'évolution. L'idée, mais peut-être que la FMPS, c'était d'essayer d'avoir de retour éventuellement des équipes, mais si vous en avez, faites-le plutôt par exemple à Patrick, parce que c'est lui qui s'occupe pas mal de la matrice à la FMPS. Parce que l'intéressant, ça serait de faire évoluer cet outil avec des retours d'expérience des uns et des autres. Et vous verrez, franchement, l'année dernière, il y avait déjà eu un atelier sur les retours d'expérience. Vous allez voir, c'est passionnant parce que les équipes s'en sont emparées et l'ont utilisé à leur façon. Et c'est vraiment intéressant de voir comment, ce que ça leur a apporté, comment ils les ont utilisés. Ok ? Je laisse monsieur Loyer. Ouais. Alors, donc on peut passer aux questions. Alors, moi, j'ai quand même dans ma clé soit un exemple de protocole qui est en cours de travail dans notre équipe, si ça peut vous donner des renseignements, et puis peut-être la grille où on peut cocher. Moi, je l'ai. Tu l'as ? Ouais, ça serait sympa. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est que l'utilisation. Alors, vous avez l'outil, puis en fait, les retours qu'on en a, c'est quand même, l'outil en lui-même peut faire peur aussi à certaines équipes. Hein, ouais. Il y a beaucoup de cases, on se dit oh là là. Alors, conseil d'utilisation, on n'est pas obligé de faire la grille de A à Z et Z inclus, comme ça en un coup. Ça peut en effet, comme on disait tout à l'heure, être un support pour préparer, orienter des questions sur une thématique. Par exemple, si à un moment donné, l'équipe veut parler du système d'information, elle peut prendre les items, l'axe système d'information, ni plus ni moins. C'est pas mal, ça, c'est souple, vous voyez ? Et puis un autre jour, elle parlera d'autre chose, etc. Donc c'est vraiment une aide, voilà, c'est pas un exercice de style obligé, quoi. On a un coup comme ça, pas facile. Certaines équipes aussi ont pondéré les réponses et ont fait des graphiques étoiles, vous savez, les trucs là. Les araignées. Les araignées, voilà, c'est ça. Et les araignées, c'est intéressant parce qu'on a un schéma visuel, puis on voit déficit sur telle ou telle partie de l'axe. Puis on se dit, oh là là, et là, l'équipe, il y a un manque, là, il y a un truc, waouh. Est-ce qu'on ne pourrait pas prioriser les objectifs sur ce manque-là ? Vous voyez, il y a des trucs comme ça qui peuvent être sympas, quoi. Ouais. Je voudrais savoir, dans vos expériences, qui, en pratique, utilise la matrice ? Est-ce que c'est l'un des professionnels qui se dévoue pour ça ? Est-ce que c'est le secrétaire, le coordinateur ? Qui ?
Alors le coordinateur déjà oui, ça c'est intéressant, c'est un outil pour lui quand les équipes en ont, encore une fois, parce que tout le monde n'a pas un coordinateur ou une coordinatrice. Parce que je vous rappelle, là, l'objectif de coordinateur c'est d'animer le projet de santé, de faire évoluer. Donc là oui, bien entendu, le coordinateur, mais le coordinateur, d'après les retours, il va pas dire tiens aujourd'hui on va faire la matrice. C'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il va se dire, ben voilà, aujourd'hui on va réfléchir sur, je vous disais, le système d'information par exemple. Et puis il va poser des questions, mais pas forcément en annonçant la couleur de la matrice. Vous voyez, ça va le guider lui dans son travail intellectuel, on va dire, mais les gens feront la matrice sans s'en apercevoir. Ça peut être aussi une technique. Professionnel de santé, oui, un leader peut s'emparer du truc, etc. Les facilitateurs externes aussi. Des gens extérieurs à l'équipe qui peuvent à un moment donné vous aider à faire une photo de là où vous en êtes et puis aider l'équipe à dire tiens, on va faire des objectifs à l'année, un calendrier avec des objectifs intermédiaires. Parce qu'on a vu quand même qu'il y a des objectifs assez balèzes, mais pour y arriver avant, il faut résoudre d'autres trucs. Oui. Donc ça peut être... voilà en gros comment c'est utilisé. En tout cas, ce n'est surtout pas utilisé par quelqu'un d'extérieur qui ne serait pas dans une posture de bienveillance. C'est-à-dire, ce n'est pas un élément d'évaluation pour des organismes payeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment une aide. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux réunions Covid-Pro qui nous concernent souvent que médecins et infirmières, ou médecins surtout médecins et infirmières, est-ce que ça peut pas être un moyen justement pour une réunion annuelle de rassembler tous les professionnels, ceux qui ne viennent pas souvent en réunion parce qu'ils ne sont pas souvent sollicités, pour dire où est-ce qu'on en est cette année sur tout ce paysage-là, pour pouvoir essayer de faire une cohésion. Alors ça, tu mets le doigt dans le mille parce que c'est ce qu'on fait nous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, tous les ans, on fait ça, et même au-delà. Maintenant, on a carrément, c'est toi qui m'a transmis l'idée, on a affiché dans notre salle de réunion la matrice, les axes, et puis on a mis, comme on est sous commission, on a des commissions thématiques, on a mis en regard des axes les commissions, et les gens passent devant, ils mangent, ils boivent, etc., et ils voient ces axes, et ils se situent en permanence, ils situent leur travail, leur investissement dans le groupe, dans le collectif. Ce qu'il n'y avait pas avant, et ce qui perdait les gens. C'est-à-dire, les gens, ils disaient, ouais, mais on est en réunion, ok, les comptes rendus, ça c'est déjà pas mal, mais on ne sait pas, il y a du transversal, il y a du truc, on ne sait pas où on en est, quoi. Et le fait d'afficher ces axes, et de dire, voilà, vous êtes là, dis donc, rien que ça, c'est merveilleux. Là, en permanence, mais aussi de façon annuelle, oui, en effet. Pour dire où est-ce qu'on en est, et profiter de faire venir certaines personnes. Ça renforce la cohésion, hein, tout ça. Alors, à une façon annuelle, oui, mais le problème, c'est que si on se réunit qu'une seule fois par an avec ça, puis que entre J0 puis J plus un an, il n'y a pas quelqu'un qui veille au grain pour maintenir la dynamique, faire des réunions, etc., faut faire attention quand même. Il faut quand même qu'il y ait des éléments structurants entre J0 et J plus 1. Hein. Mais vous pouvez faire aussi un bilan une fois par an, et lors de ce bilan, on dit, cette année, on met le paquet là-dessus. Ouais. Et vous laissez toute la matrice de côté, et vous n'êtes plus que sur l'axe, ou pas l'axe, mais la dimension sur laquelle vous mettez le paquet. Voilà. Ouais. Oui, nous, on a découvert dans mon pôle santé, dans notre pôle santé, juste par la coordinatrice en fait, qu'on a depuis janvier, celle qui nous a fait découvrir la matrice, et du coup on l'a d'abord travaillé avec les deux gérantes d'Assisa et elle, et c'est un outil qui est impressionnant quand on commence à le décliner tous les trois ensemble et voir où on en est, etc. Ce qui est super, c'est que déjà ça pointe des choses positives, ce que vous disiez tout à l'heure. Boum, ça on est bon, là on est bon, là on n'est pas bon. Et voilà. Et après, alors, ce qui est rassurant, parce que du coup, moi je ne savais pas comment situer par rapport au règlement arbitral, cet outil-là. Et je trouvais très angoissant par rapport à ça. À partir de ce que vous dites là, on se dit, tiens, cette année on va travailler plus là-dessus. Là on n'est vraiment pas bon sur l'araignée. Et là, du coup, ça donne effectivement des éléments perfectibles, des trucs sur lesquels on a envie d'avancer. Et en plus, ça permet de systématiser les choses et d'aboutir plus facilement sur les objectifs du règlement arbitral. C'est-à-dire que, automatiquement, avec ce système-là,
au bout du compte, on va dire, bah, tiens, ça y est, on a nos objectifs du règlement arbitral, sans avoir pour autant voulu que ce soit notre seul objectif. Notre seul objectif, c'est bien la coordination des professionnels autour des patients et pour le patient. Et ça, c'est vraiment un outil qui est... Enfin, donc, pour tout vous dire, tout simplement, moi, je l'ai découvert il y a 2 mois, et on s'en est emparé, mais pas l'ensemble des professionnels de santé pour l'instant. Je pense qu'effectivement, il peut être hyper angoissant quand on le voit comme ça, mais il faut juste le décliner comme vous venez de nous l'expliquer. Et du coup, c'est très simple. Je pense que quand vous dites qu'on peut le modifier, parce que c'est un modifié, mais une fois qu'il a été modifié, on ne peut pas le remodifier. Et une fois qu'il a été enregistré. Ah, vous pouvez pas quand je crois, on peut pas le remodifier. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été enregistré, on ne peut pas. Alors c'est pas mal, parce que ça donne à une Ah oui, il faut, d'accord. D'accord. Donc, et après, on ne peut pas le remodifier. Non, je crois pas. Mais il me semble, hein, mais parce que nous on l'avait rempli comme ça, puis on s'est dit, bah tiens, non, j'arrive pas à. Il n'y a pas une histoire. Voilà. Non, mais c'est peut-être. Ouais, je vais regarder. Il faudrait que je. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de leur sortir un nouveau, puis au contraire, ça permet de voir comment on les voit. Mais objectivement, c'est un outil qui est super intéressant parce qu'on peut l'utiliser que par petit. Et puis ça permet de pointer des choses intéressantes. Alors ce qui est intéressant, là je te laisserai la parole tout à l'heure sur l'histoire du règlement arbitral, matrice de maturité, les points communs, etc. C'est pas par hasard. Et puis je voulais te dire une chose avant de te laisser le micro et la parole. Pour l'histoire de l'animation des réunions, la matrice de maturité, elle permet surtout l'échange entre les professionnels de l'équipe. Je reviens un peu là. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on prend un item, puis qu'on dit, je sais pas moi, l'accueil, il y en a qui vont dire, ah ouais, super. Puis d'autres, non mais attends, où c'est que tu as vu que c'était super? Tu as vu tout ce qui va pas? Et hop, il y a échange. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a une vision, un jugement différent les uns des autres. Et après, on arrive à avoir une sorte de consensus sur les pistes d'amélioration. Ça, c'est super. Donc voilà, c'est pour répondre aussi à la question réflexion, échange de l'équipe autour et grâce à l'outil. Je te laisse raconter l'histoire règlement arbitral. Alors, quand on a fait cet outil, c'est clair que nous, on l'a fait en tant qu'outil d'auto-évaluation de sa propre pratique. Okay, et qu'on ne l'a surtout pas fait, ça a été des discussions qui ont pris beaucoup de temps, surtout pas fait pour que l'assurance maladie ou les ARS viennent évaluer les équipes. Vous imaginez bien que, donc, en fonction des équipes, il y a des équipes qui sont hyper avancées, des équipes qui ne sont pas du tout matures. Donc vous comprenez bien que ce ne pouvait pas être un outil d'utilisation externe. En outre, pour que ce soit un outil d'utilisation externe, si on était rigoureux, et là on l'a fait avec l'HAS, donc c'était a priori rigoureux, il faut faire des histoires d'indicateurs je trouve que le nom de Chromback, pour être sûr que cet axe corresponde bien à ce qu'on veut évaluer, etc. Donc pour en faire des outils d'évaluation externe, il n'aurait pas du tout fallu le construire comme nous on l'a construit. Donc on s'est battu, on a insisté au niveau de la chaise, ce n'est pas un outil d'évaluation externe et ça ne permet pas de rémunérer des équipes. Après, que le ministère, que l'assurance maladie utilise des composantes de cette organisation dans le règlement arbitral ou des choses comme ça, j'ai envie de dire heureusement, parce que ça aurait été bizarre qu'il y ait un outil d'auto-évaluation pour les professionnels et que l'assurance maladie se dise « Ah mais on ne peut pas l'utiliser, il faut qu'on aille évaluer la coordination sur d'autres dimensions ». Vous comprenez bien que ça aurait été un peu bizarre. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait le règlement arbitral, qu'ils ont pris des éléments de la matrice, mais voilà, ils ont pris des éléments de la matrice parce que ce sont les composantes qui font qu'on est dans une organisation, qu'on est sur de la coordination. Et voilà, le lien s'arrête ici. Et heureusement qu'ils sont venus les chercher ici, qu'ils n'ont pas été inventés des trucs, on ne sait pas d'où ça serait sorti. Surtout que nous, on avait vraiment essayé de... Quand on a fait cette matrice, on a vraiment essayé de... On a ratissé extrêmement large au niveau de ce qui existait, parce que la matrice, on n'est pas les premiers à avoir construit. Il y en a 5-6 qui existent à l'international. Une européenne qui existait, qui était assez simple, et puis il y en a 5-6, évidemment, une fois de plus, américaines. Et donc nous, on a fait un peu un mix entre ce qui existait, ce qui correspondait à la pratique française, etc. Donc si l'assurance maladie avait trouvé le moyen d'aller chercher d'autres éléments, on aurait pu se poser des questions sur l'intérêt de la matrice. Okay, donc voilà, c'était pour dire, ok. Heureusement qu'elle a été chercher des éléments dans la matrice, mais voilà, la matrice n'est pas un outil d'auto-évaluation externe et elle ne peut pas, et on a fait exprès de le construire pour qu'elle ne le soit pas, okay, pour être sûr que ça ne retombe pas un jour. Voilà. Oui, question. J'ai 2 questions.
Est-ce que vous avez connaissance d'utilisation de la matrice aussi dans des pôles de santé ou pas? Ouais. Et une autre question, est-ce que cet outil d'évaluation a lui-même été évalué et de façon partagée par les différents professionnels de maison? Alors sur la première question, les pôles, alors, ça dépend de la définition qu'on met de pôle. Parce que maintenant, alors hors les murs, pour moi, c'est... Ouais, hors les murs, pour moi, c'est équipe de soins primaire coordonnée. Okay. Ben là, oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de toi pour... voilà, donc on est sur une équipe. Mais bon. Après, sur les grands pôles qui correspondent presque aux communautés territoriales, etc., ça, non. Non, parce que ça Non, implique non, l'hôpital. pôle de santé Goutte d'Or, Ouais, voilà, bah ça, oui, au même titre que les maisons, oui. C'est multisite, oui. Ouais, et justement, c'est intéressant, très intéressant, parce que ce qu'on a comme projection maison de santé sous un même toit, il y a quand même une certaine facilité de communiquer, etc., d'écrire. Sur les multisites, mais vraiment, là, ça c'est peut-être un peu plus direct. Donc, il y aura peut-être des objectifs à atteindre, mis en évidence par la matrice. Mais oui, certains l'ont utilisé. Alors, j'en connais pas l'appel, ouais. Mais voilà, quoi. Mais pas les grands... Hein, d'accord, hein, on ne parle pas de la même chose. Et quand Par vous parliez contre, d'évaluation, c'était ouais. évaluation sous quelle forme? de quelle façon est-ce que les gens se sont satisfaits ou pas de l'utilisation de cet outil? Alors, les retours. les retours. Donc, on avait essayé. Donc, on a essayé, puis c'est avec justement ce support qu'on avait mis en place sur le site. Bon, les gens, en tout cas, moi, à ma connaissance, on n'a pas eu vraiment de retour. On l'avait quand même pas mal étudié dans le cadre de MSP Qualité, quand même. On avait passé une journée dessus. On avait sur une journée, on avait demandé aux équipes de critiquer, de demander. Franchement, je sais pas, il n'y a pas... Alors, forcément, il y a certaines phrases où les équipes vous disent « je ne comprends pas ». Si vous voulez, l'interprétation de certaines phrases n'est pas la même. Si vous voulez, nous, au sein du groupe de travail, où on était quand même plusieurs, pareil, chacun interprète à sa façon. Donc, on a essayé de prendre le plus petit dénominateur commun, et après, c'est pour ça qu'on dit « vous ». Mais au moins, au sein d'une équipe qui applique au moins ces éléments ou une partie de ces éléments, mettez-vous d'accord sur le sens d'une phrase. Que vous l'interpréteriez plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite, ou j'ai envie de dire d'une façon ou d'une autre, on s'en fout un peu. Mais au moins au sein d'une équipe, interprétez-le de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de dire, quelle que soit l'interprétation, faites-le dans le même sens au sein de l'équipe, parce que sinon ce sera problématique. Après, on s'en fout. J'ai envie de dire, franchement, on s'en fout, quoi. Hein? Oui, tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des phrases à interprétation différentes. Et notamment, quand nous on a utilisé la matrice, sur quelque chose d'important, sur les protocoles. Le terme protocole n'était pas... La définition n'était pas du tout la même pour chacun d'entre eux. Pour moi, c'était évident, c'était pluripro, machin, soin. Puis je disais, nous on a déjà fait le protocole ménage avec... voilà. J'ai dit, mais attends, enfin bon... Donc, j'ai dit, il n'y avait rien pour me raccrocher dans cette matrice pour dire non, on n'est pas sur ce type de protocole-là. Mais bon, c'est pas les protocoles qui étaient écrits dans les classeurs aux urgences. Alors ça, on a beaucoup. Il y a eu une erreur. En fait, il y a une vraie erreur sur l'utilisation du terme protocole quand on a commencé à parler des protocoles pluripro en France. En fait, il n'aurait pas fallu les appeler comme ça. En plus, ceux qui ont fait ça à l'époque, ils ont eu du mal à trouver de la littérature, parce que quand vous faites de la littérature sur protocole, ça ne sort que les protocoles vous savez, de recherche ou des trucs comme ça, mais ça ne sort pas. Et en fait, le terme exact, et le jour où j'ai fait le lien entre le terme utilisé, parce que les protocoles pluripro, c'est pas français, il y en a partout, mais ça s'appelle pathways. Le jour où vous cherchez dans la littérature pathways et non plus protocole, vous avez tous les exemples de pathways qui existent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça a été une vraie erreur de prendre ce terme. Mais bon, j'étais pas allée, voilà. Ça s'est fait comme ça à l'époque et voilà. Mais c'est vrai que ça entraîne une espèce de confusion. Dommage, parce que voilà. Mais simplement gardez-vous en tête, protocole pluripro, c'est qui, pour un sujet défini qui implique plusieurs professionnels de santé, qui fait quoi quand et quelle est la donnée qui permet. Quelle est la donnée qu'on doit échanger ou partager? C'est-à-dire que le médecin, il veut savoir si l'autre fait, si par exemple l'infirmière fait, le médecin veut savoir quel est l'élément que le médecin veut savoir ou quel est l'élément que l'infirmière veut savoir et où est-ce qu'on le renseigne dans le logiciel métier. Point. Et n'allez pas dans des trucs plus compliqués, ça tient sur une demi-page et c'est bon. Ok?
Ah, je peux peut-être montrer un exemple. Ah ouais, vas-y. C'est un protocole qui est en cours de travail. C'est sur le tabac, justement. Oui, on en a parlé hier. Oui, on a trouvé plein de trucs. Justement pour la façon de le renseigner dans le logiciel métier. Voilà. Ouais. Alors voilà. Donc, mais c'est en cours de travail, donc c'est pas validé par l'équipe, il y a des imperfections, etc. Mais notre but, c'était que le protocole d'abord tienne sur une page, que ça soit pas un book. Hein. Et puis on s'est dit, ben voilà, on a un problème, c'est les patients qui fument. Ouais, ben alors il y en a qui fument et puis qui veulent pas en entendre parler, ils vont continuer à fumer, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et qui dit quoi et qui fait quoi? Bon. Et quand? Et puis il y en a d'autres qui disent, bah oui, les patients, ils veulent en parler, mais c'est nous qui sollicitons un peu, puis ils disent oui, on verra plus tard. Alors qu'est-ce qu'on en fait aussi de ceux-là? Puis ceux qui viennent vraiment pour arrêter de fumer, qui fument. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on puisse repérer un peu le protocole qu'on a fait pour pouvoir savoir si on l'utilise, etc. La population des fumeurs, enfin tout ça. Donc il faut quand même un système d'information un petit peu travaillé dans l'histoire. Hein. Voilà, on en a parlé hier justement, on en a parlé hier. C'est comment, par exemple, là vous avez une idée de protocole, et bien après il y a un moment où vous devez vous poser en me disant, au niveau du logiciel, en fonction de la façon dont on utilise le logiciel au sein de la maison de santé, où est-ce qu'on va renseigner la donnée de, voilà, ce patient, il est en attente, pour l'instant on ne fait rien pour lui, ok, on le sait, comment on va faire évoluer les choses. Voilà, et là c'est un excellent exemple pour se dire, c'est un excellent exemple de protocole, parce que ça implique plusieurs professionnels, et de la notion de se dire, où est-ce qu'on renseigne la donnée dans le logiciel pour suivre l'état de ce protocole, ou la prise en charge des patients concernés par ce protocole. Et donc pour faire ce protocole, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a été missionné pour rechercher les données de la littérature, etc. Moi je suis tombé sur les sages-femmes, où ça change un peu justement par rapport à la prescription des substituts nicotiniques pour l'entourage de la femme enceinte, etc. Enfin, moi, il y a des choses qui bougent, donc il y a des champs qui s'ouvrent sur certains professionnels. C'était l'occasion, justement, de définir qui fait quoi et comment on s'articule, et ça change. Donc, c'est toujours intéressant de réévaluer aussi ces protocoles de temps en temps. Et puis voilà, donc c'était un exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet, mais c'était pour vous montrer simplement un exemple de protocole. Simplement, on était quoi? 5 professionnels de l'équipe des, je ne sais pas combien, là où on est, 18, axés sur ce travail-là, 2 réunions d'1 heure. Voilà. Pas énorme, hein, pour faire ça. Bon, après, il faut encore travailler un petit peu, et puis valider, mais voilà, quoi, je veux dire, c'est pas très compliqué. Voilà. Tu voulais montrer peut-être... Non, on t'a montré les cases. D'accord, ok. Ça, du coup, qui est mis en place et qui devrait évaluer à 6 mois, à 1 an. C'est un financement autre, il y a... Non mais, alors, sur l'histoire du financement, un protocole, ça doit être une façon de travailler. On est bien d'accord, c'est une façon de travailler. Et quand vous dites l'évaluation, il faut que l'évaluation vienne des données que vous renseignez au jour le... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous alliez vous dire « Ah ben ça y est, j'ai mis en place ce protocole, ah merde !» Au bout d'un an, vous dire « Je vais l'évaluer ». Alors vous allez commencer, aller rentrer dans les dossiers. Non, il faut que la donnée... Si vous voulez, pour faire simple, hein, après on peut faire toujours compliqué, on peut faire ça. Mais faire simple, c'est-à-dire que si vous renseignez dans votre logiciel patient, si vous renseignez dans le logiciel, c'est-à-dire que si vous avez un endroit pour renseigner que ce patient, on le considère niveau 0, celui-là on le considère niveau 1, niveau 2. Donc ça, on peut le renseigner, ok? Après, vous, comme ça, vous avez la liste des patients que vous considérez niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après, que lorsque vous revoyez ce patient, que vous évaluez comment il évolue, que vous mettez en place votre protocole, que vous le notiez, l'évolution du patient dans le logiciel, il faut que, juste en créant une requête, vous puissiez savoir les patients qui sont passés de niveau 0 à niveau 1 ou les patients qui sont passés de niveau 1 à niveau 2. Vous voyez ce que je veux? C'est... Avec le logiciel, dans ce que vous faites dans le courant, il faut que vous puissiez renseigner de telle sorte que vous puissiez requêter dessus à la fin sans avoir un travail supplémentaire d'évaluation. Pour avoir déterminé les critères d'évaluation à ce moment-là. Bien entendu. Voilà. C'est ça? Ça répond à votre question ou pas? Oui, c'est ça. Le financement, c'était... Mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut que le protocole soit... Voilà. Ah ben, alors d'accord, effectivement, vous avez l'infirmière à Salé. Voilà, etc. On a l'infirmière à Salé. Oui, c'est pour ça, ouais. Ça aurait pu être... Mais... Il y a un temps dédié, des gens qui ne rentrent pas dans la nomenclature. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a le règlement arbitral qui finance. Le règlement arbitral, finalement, les X euros qui vous donnent sur les protocoles, ça peut être X euros que vous partagez à ceux qui ont mis en place le protocole. Oui. Après, normalement, franchement, un protocole, ça doit être votre façon de faire habituelle. Si ça sort
de votre façon habituelle de faire, de toute façon, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Tous ceux qui ont essayé de mettre des protocoles qui sortaient de la façon... Alors, c'est sûr que ça modifie la façon de faire, parce que, par exemple, chez eux, ils ne s'occupaient pas du tout des patients tabagiques. Mais finalement, dans la prise en charge... Voilà, on a dit. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que donc ça doit devenir une habitude. Voilà, grosso modo. Et si ce protocole, vous dites, vous construisez un protocole et vous dites non mais on rêve, ça ne deviendra jamais une habitude, j'ai envie de dire, on laisse tomber, c'est pas un bon protocole. Ok? L'infirmière azalée parce que la ressource est présente. En fait, un protocole, il fonctionne des ressources. Quoi. S'il n'y avait pas infirmière azalée, on aurait mis je sais pas quoi, centre anti-tabac ou ce qu'on veut. Enfin bref, on peut... Non, d'ailleurs, le centre machin y est peut-être. Enfin bon, bref, ça sera rediscuté. Ouais, question. J'ai une question. Moi, je travaille dans un territoire rural, ici. Et sur le territoire de santé, le bassin de santé est bien défini au niveau populationnel. Mais au niveau des professionnels de santé, il y a des professionnels qui n'ont pas souhaité intégrer la maison de santé à l'époque et qui ne sont pas du tout dans une démarche de travail en équipe. Et en fait, maintenant, quand notre équipe travaille bien ensemble à la maison de santé, on avance sur plein de choses. On se rend compte qu'il y a une grosse différence entre les patients qui sont pris en charge par les autres membres de l'équipe et ceux qui travaillent à côté. Alors, donc, ça va être une étape pour les années à venir de travailler avec les autres acteurs du territoire. Mais du coup, par rapport à cette matrice, comme il y a une dimension acteur de santé, alors nous, on peut le voir, on peut faire notre analyse, les professionnels de la maison de santé, sur comment on peut aller chercher les autres. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des expériences où finalement on a fait venir des acteurs qui au début ne sont pas concernés par la problématique du territoire? Est-ce qu'on a réussi à les faire venir pour se dire, mais toi, comment tu te positionnes là-dedans? Et finalement, est-ce que, à ton rythme, parce que tu ne veux pas nous rejoindre, même si ce n'est pas pour prendre tout le temps en marche? C'est très intéressant. En fait, c'est pas la maison, les murs qui font l'équipe, c'est la thématique qui fédère les gens. C'est justement ça l'intérêt. Si par exemple, je reprends le tabac, mais c'est un exemple comme un autre, si sur le territoire, il y a des professionnels de santé qui ne font pas partie de la maison de santé et qui ont une certaine expertise, compétence, ou ce qu'on veut, quoi, sur ce problème-là, tu vas sans doute les solliciter, ils vont dire « Ah oui, ok ». Enfin, oui, ok ou non. Hein. Si c'est non, tant pis. Mais si c'est oui, ok, c'est l'occasion justement de travailler ensemble sur cette thématique et ensuite de leur montrer que finalement, ils ont sans doute des réels besoins par rapport à d'autres thématiques, patients diabétiques, hypertendus, etc. Et ça, c'est super intéressant. En fait, c'est ce qu'on veut. C'est le fond de la chose. C'est on veut que les équipes de soins primaires coordonnées modernisent l'offre en entraînant justement les gens qui ne veulent pas, pour des raisons des fois d'argent, ils ne veulent pas investir dans les murs, qu'à cela ne tienne. Nous sommes sur des thèmes qui fédèrent les acteurs. Ça, c'est super important et il ne faut jamais désespérer. C'est pour ça que les maisons de santé, il ne faut pas non plus dire ouais, on est super, on vit. Ce n'est pas une bulle au sein d'un territoire. Elle doit être ouverte aux autres acteurs du territoire et construire ensemble. C'est super important. Et s'il y en a un qui dit non un jour, c'est comme les enfants, et on leur présente la nourriture, ils disent non, et on représente, puis à la fin ils disent ah oui c'est bon, oui, ben voilà. D'ailleurs, des professionnels extra pôles de santé, extra SIDA peuvent être rémunérés sur les interventions ponctuelles. Tout à fait. Ça peut permettre d'intégrer des gens. Oui, extra CISA, sauf que il faut qu'ils signent quand même le projet de santé, me semble-t-il, pour pouvoir être rémunérés par les NMR. Vous confirmez? Ouais. Tu vois, c'est-à-dire tu peux pas. Il faut quand même qu'ils adhèrent à un projet de santé. Alors s'ils adhèrent sur un élément du projet de santé, ils disent ouais, je signe, ok, tu peux indemniser. Mais si c'est un formateur extérieur qui vient par exemple nous former au BBC. Ah oui, il fait une facture. Oui. Ah oui, bien sûr, là tu fais ce que tu veux. Oui. Ouais. Ah oui. Ok. Matrice de maturité, prêt à faire le grand saut. Est-ce que ça vous paraît compliqué, juste là, franchement, à la fin ou pas? Bon, maintenant, il y a peut-être besoin d'utiliser au sein de l'équipe. Voilà, il faut la lire, la regarder. Allez-y progressivement. Mais vous avez compris comment ça fonctionnait, donc la lire, la regarder. Éventuellement, vous penchez
sur les trucs qui vous intéressent pour l'instant. Testez les trucs qui vous intéressent, puis vous verrez le reste. Ça viendra tout seul. Ça viendra dans la pratique tout seul. Et si les questions de la matrice vous paraissent à double sens ou je sais pas quoi, ce que tu disais, hein, pas d'inquiétude. Hein? Oui, ou obscur, pas d'inquiétude. Faites-vous une explication consensuelle et puis répondez-y. Et puis voilà.